En 1519, lorsque les conquistadors espagnols franchirent pour la première fois les chaussées de pierre pour pénétrer dans la capitale aztèque, ils s'arrêtèrent. Non pas à cause des pyramides, non pas à cause de l'or. Ils se sont arrêtés à cause des fermes. S'étendant dans toutes les directions sur le lac, des milliers d'îles rectangulaires verdoyantes, luxuriantes de maïs, de haricots, de courges et de fleurs, poussaient directement à la surface de l'eau. Aucune terre n'avait été acheminée, aucun puits n'avait été creusé. Personne n'arrosait rien. Ces îles s'auto-alimentaient par le dessous, purifiaient leur eau, régénéraient leur sol et produisaient jusqu'à 7 récoltes chaque année. L'un des soldats espagnols, un homme nommé Bernal Díaz del Castillo, a écrit plus tard à propos de cet événement. Il a déclaré « Les grandes villes et les bâtiments qui émergeaient de l'eau semblaient être une vision enchantée, tout droit sortie d'un conte de fées. » Il a raconté que certains de ses camarades soldats lui avaient sincèrement demandé si ce qu'il voyait était un rêve. Il s'agissait de militaires aguerris qui avaient traversé un océan et combattu dans la jungle, et ils se tenaient en là, sur une chaussée assez large, pour que 10 chevaux puissent marcher côte à côte, contemplant une ville au bord d'un lac entièrement alimenté par des fermes flottantes. Et ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mais ce n'était pas un conte de fées. C'était une technologie agricole tellement avancée qu'aucune autre en Europe ne lui arrivait à la cheville. Et en moins de 2 ans, les Espagnols allaient délibérément en détruire chaque morceau. Ce système agricole était appelé Chinampa, dérivé du mot nahuatl chinameal, qui signifie « un carré fait de canne ». Et ce qu'elle a accompli est presque incroyable. Une étude de l'Université d'État de Caroline du Nord a révélé qu'à leur apogée, les Chinampa produisaient 13 fois plus de nourriture par hectare que l'agriculture conventionnelle en zone aride. 13 fois, et non 13% de plus, 13 fois, elles n'avaient pas besoin d'irrigation, car l'eau remontait d'elle-même à travers le sol. Ils n'avaient pas besoin d'engrais, car l'écosystème lacustre recyclait automatiquement les nutriments. Et elles ne nécessitaient aucun labour, car le sol était animé d'une activité biologique intense tout au long de l'année. Cette technologie unique a permis de nourrir plus de 200 000 personnes à Tenochtitlan, ce qui en faisait l'une des villes les plus grandes et les mieux nourries au monde, plus grande que Londres, plus grande que Paris, plus grande que n'importe quelle ville que les Espagnols aient jamais vue. Aujourd'hui, nous reconstruisons ce système. À la fin de ce cours, vous saurez comment construire un jardin flottant auto-irrigué et auto-fertilisant qui produit des aliments sans terre, sans système d'irrigation et sans dépendre de personne. Vous pouvez le construire dans un étang de jardin, un abreuvoir ou même une parcelle de terrain marécageuse. Et dans 10 ans, pendant que vos voisins s'inquiéteront des prix des produits alimentaires et des ruptures de la chaîne d'approvisionnement, vous disposerez d'un système alimentaire qui fonctionne sans interruption depuis plus de 700 ans. Preuve en est les familles qui cultivent encore aujourd'hui des chinampas à Mexico. Mais d'abord, il faut comprendre comment cette technologie a été inventée et pourquoi elle a été délibérément effacée. Aux alentours de 1250 avant J.C., des siècles avant même l'existence des Aztèques, les agriculteurs des lacs d'eau douce de la vallée de Mexico commencèrent à remarquer quelque chose. Les rives peu profondes des lacs étaient incroyablement fertiles. Plantes aquatiques décomposées dans l'eau. Des sédiments provenant des montagnes se sont déposés et une boue riche en nutriments s'est accumulée au fond du lac. Si vous entassiez cette boue au-dessus de la ligne de flottaison sur un tapis de toile tissée, vous pourriez y faire pousser des récoltes. L'eau du lac remonterait par capillarité à travers le sol, maintenant ainsi les racines humides sans aucun arrosage. Les premières communautés mésoaméricaines autour des lacs Sochi, Mililco et Chalco ont commencé à construire de petites versions de ces parterres surélevés à côté de leurs maisons. Il s'agissait d'entreprises familiales modestes, quelques bandes de terrains urbanisés seulement, entourées de fossés peu profonds remplis d'eau. Mais les récoltes poussèrent rapidement. Le sol ne s'est jamais desséché.
Et contrairement à l'agriculture en zone aride, qui épuisait les sols en quelques saisons, ces petites îles semblaient devenir plus fertiles avec le temps. Puis, en 1325, quelque chose a changé. Le peuple mexicain, que nous appelons aujourd'hui les Aztèques, fonda sa capitale, Tenochtitlan, sur une île au milieu du lac Texcoco. Le problème était évident. Ils étaient assis sur une petite île entourée d'eau salée. Il n'y avait pratiquement plus de terres arables. Avec la croissance démographique, il leur fallait trouver un moyen de produire d'énormes quantités de nourriture dans un endroit où l'agriculture traditionnelle était physiquement impossible. Ils ont donc observé ces petits parterres surélevés que les agriculteurs d'autrefois avaient aménagés dans les lacs d'eau douce du sud, et ils ont étendu l'idée à un degré presque inimaginable. Sous le règne du chef aztèque, dans les années 1420, l'Empire lança une campagne de construction coordonnée. Des milliers d'ouvriers ont été déployés pour construire des chinamas à travers le système lacustre. La conception technique était remarquablement sophistiquée. Ils ont d'abord délimité une zone rectangulaire dans les eaux peu profondes, d'environ 30 mètres de long et jusqu'à 10 mètres de large, soit à peu près la taille d'une piste de bowling. Ensuite, ils ont construit une clôture sous-marine faite de cordes et de branches tressées entre ces piquets, créant ainsi un périmètre délimité. À l'intérieur de cette structure, les ouvriers ont superposé de la boue draguée du fond du lac, de la végétation aquatique en décomposition, du compost et de la terre, jusqu'à ce que la surface s'élève au-dessus de la ligne de l'eau. Réfléchissez à ce qui se passe ici. Ils créent des terres agricoles à partir de rien. Il n'y a pas de terre. Il n'y a que de l'eau, de la boue et des plantes mortes. Et à partir de ces matières premières, ils construisent des îles qui resteront productives pendant des siècles. Mais voici le détail qui fait passer la Chine du statut d'ingénieur-ingénieuse à celui de véritable génie. Ils ont planté des saules à chaque coin de l'île. Il s'agissait d'arbres ahuehotés, une espèce de saule indigène du Mexique dont les racines affectionnent l'eau. À mesure que les arbres grandissaient, leur système racinaire s'enfonçait dans le sol et dans le lit du lac, ancrant définitivement la porcelaine en place. Les racines filtraient également l'eau et prévenaient l'érosion. Au fil du temps, l'île est devenue une structure vivante, unifiée par les arbres qui y poussaient. La structure en roseau finirait par se décomposer, mais à ce moment-là, cela n'aurait plus d'importance. Les racines avaient tout envahi. La Chinampa faisait désormais partie intégrante du lac. Certaines de ces îles étaient cultivées sans interruption depuis plus de 600 ans. Ils sont toujours là, toujours ancrés, et continuent de produire de la nourriture. Les canaux entre les Chinampus n'étaient pas de simples passages. Ils étaient un élément actif du système. Des poissons vivaient dans les canaux. Des plantes aquatiques poussaient sur les berges, filtrant l'eau et fournissant un habitat. Les poissons produisaient des déchets qui fertilisaient l'eau. Cette eau riche en nutriments pénètre par capillarité dans le sol du Chinampa. Lorsque les sédiments du canal s'accumulaient, les agriculteurs retiraient la boue à l'aide d'outils à long manche et la répandaient sur le Chinampus, renouvelant ainsi le sol. C'était une boucle perpétuelle. Les îles alimentaient les canaux. Les canaux alimentaient les îles. Rien n'a été gaspillé et rien n'a été importé. La productivité était stupéfiante car le sol était constamment humide et riche en nutriments. Les agriculteurs aztèques pouvaient cultiver des récoltes toute l'année dans une région qui connaissait normalement une saison sèche bien marquée. Ils pratiquent la culture associée, en cultivant ensemble du maïs, des haricots et des courges. La même méthode des 3 sœurs utilisée dans toute l'agriculture mésoaméricaine. Les tiges de maïs offraient un support aux haricots pour grimper. Les haricots ont fixé l'azote dans le sol, compensant ainsi ce que le maïs avait consommé. Les feuilles de courge s'étalent largement sur le sol, l'ombrageant, retenant l'humidité et empêchant la pousse des mauvaises herbes. 3 cultures travaillaient ensemble dans le même espace,
chacune résolvant un problème créé par les autres. En plus de cela, ils cultivaient des tomates, des piments, de l'amarante, des herbes aromatiques et des fleurs. Les rotations culturales complexes permettaient jusqu'à 7 récoltes par an sur la même parcelle. 7. La plupart des exploitations agricoles industrielles modernes en gèrent une, peut-être deux si elles ont de la chance. Les Chinampas pratiquaient déjà l'agriculture moderne 500 ans avant son apparition. Et voici la technique qui me donne encore des frissons, tant elle est d'une simplicité élégante. Les agriculteurs aztèques ont mis au point une méthode de pépinière de semis utilisant uniquement la boue des canaux. Ils ramassaient les sédiments soyeux et riches en nutriments au fond du canal, les étalaient en une fine couche d'environ 10 cm d'épaisseur et laissaient la surface supérieure sécher légèrement au soleil. Ils ont ensuite découpé la boue en petits cubes, ont percé un trou de la taille d'un doigt dans chaque cube et y ont déposé une graine. Les cubes étaient posés côte à côte sur le bord de la porcelaine, germant dans l'air humide du canal. Lorsque les jeunes plants étaient prêts, l'agriculteur n'avait qu'à retirer chaque bloc intact et le transplanter directement dans le parterre de culture. Pas de pose en plastique, pas de perturbation des racines, pas de choc de transplantation, pas de déplacement à la jardinerie. Chaque plantule était accompagnée de son propre substrat de culture parfaitement équilibré, préchargé en nutriments provenant de l'écosystème lacustre, dans un contenant biodégradable qui se dissolvait dans le sol. Cette méthode est encore utilisée aujourd'hui par les familles qui cultivent des chinampas à Xochilco depuis 700 ans, et personne n'a trouvé de meilleure façon de faire germer une graine. En 1519, lorsque Hearne et Cortés et leurs soldats arrivèrent, le système de chinampas entourant Tenochtitlan couvrait des milliers d'acres. La ville abritait environ 200 000 habitants, voire jusqu'à 300 000 selon certaines sources, ce qui en faisait l'un des centres urbains les plus densément peuplés de la planète. Pour mettre cela en perspective, Londres comptait à la même époque environ 50 000 habitants. Paris comptait environ 200 000 habitants à son apogée, mais la ville était insalubre, ravagée par les maladies et constamment confrontée à des pénuries alimentaires. Séville, la plus grande ville d'Espagne et le port d'où Cortés lui-même avait appareillé, comptait à peine 60 000 habitants. Tenochtitlan n'était pas seulement plus grand, il était aussi plus propre. C'était mieux organisé, et chaque personne qui y vivait mangeait des aliments cultivés sur des îles flottantes qui ne nécessitaient ni terre importée, ni travail animal, ni pluie. La ville disposait d'eau courante acheminée par des aqueducs, d'un système d'égouts qui recyclait les déchets humains en engrais pour le Chinampus et d'un marché à Platalco, où 60 000 personnes commerçaient quotidiennement. Cortés lui-même écrivit au roi d'Espagne que la ville était si extraordinaire qu'il pouvait à peine la décrire et craignait que personne ne le croie. Son soldat, Bernal Diaz, a comparé l'endroit aux villes enchantées des romans d'amour et a déclaré que certains hommes se demandaient sincèrement s'ils rêvaient. Mais les Espagnols ne sont pas venus pour admirer, ils sont venus pour conquérir. C'est là que l'histoire prend une tournure sombre. Et c'est cette partie que les manuels d'histoire ont tendance à omettre. Après le siège de Tenochtitlan en 1521, Cortés ne s'est pas contenté de vaincre les Aztèques et de passer à autre chose. Il ordonna la destruction de la ville. Les Espagnols ont démoli les temples, démantelé les chaussées et, surtout, détruit les barrages qui séparaient les lacs d'eau douce des eaux salées du lac Texcocoa. Ces barrages constituaient l'épine dorsale hydraulique de tout le système des Chinampas, empêchant l'eau salée d'entrer et retenant l'eau douce. Sans eux, cet écosystème d'eau douce, si soigneusement équilibré, a commencé à s'effondrer. Mais la destruction ne s'est pas arrêtée là. Au cours des décennies et des siècles suivants, le gouvernement colonial espagnol a entrepris une campagne systématique pour assécher l'ensemble du système lacustre. Les raisons officielles invoquées étaient la prévention des inondations,
Mexico, construite sur les ruines de Tenochtitlan, était régulièrement inondée, car les Espagnols avaient bâti leur ville de style européen sur le lit d'un lac, sans comprendre l'infrastructure de gestion de l'eau aztèque qu'ils venaient de détruire. Les Aztèques avaient passé des générations à construire des barrages, des vannes et des chaussées qui contrôlaient avec précision les niveaux d'eau. Les Espagnols ont tout démoli et se sont ensuite demandé pourquoi leur sous-sol se remplissait d'eau à chaque saison des pluies. Plutôt que de reconstruire le système aztèque, ils décidèrent d'assécher complètement les lacs. En 1607, les Espagnols construisirent le Désac, un immense canal de drainage conçu pour évacuer l'eau de la vallée de Mexico. Ce fut le début d'un projet d'ingénierie de 500 ans, visant à éliminer l'eau dont les Aztèques avaient bénéficié pour prospérer. Le projet a englouti des ressources énormes, a été entaché d'échecs et d'effondrements, et sa réalisation a pris des siècles. La grande inondation de 1629 a submergé Mexico pendant 5 ans, car le système de drainage ne pouvait pas gérer le volume d'eau. 5 ans. La ville a été littéralement sous les eaux pendant 5 ans. Les gens se déplaçaient dans les rues en canoë. Si le système aztèque avait encore été en place, les lacs auraient absorbé l'excédent d'eau comme ils l'avaient fait pendant des milliers d'années. Au contraire, la solution espagnole a engendré la catastrophe même qu'elle était censée prévenir. Mais les recherches universitaires ont démontré que le drainage n'était pas simplement une réponse pratique aux inondations. Une étude publiée dans la revue Land a révélé que les objectifs de l'assèchement du lac Tex, destiné à la production de cacao, incluaient explicitement l'éradication de la culture et des coutumes indigènes le long des rives du lac, l'expansion des terres arables pour une agriculture de type européen et la promotion du développement économique capitaliste. Les Espagnols ne luttaient pas seulement contre les inondations. Ils étaient en train de démanteler le système alimentaire qui avait donné son indépendance à la population autochtone. Quand on contrôle l'approvisionnement alimentaire de quelqu'un, on le contrôle. Lorsque les peuples peuvent se nourrir d'un écosystème autosuffisant qui ne nécessite ni importation ni autorisation, ils deviennent ingouvernables. Les Chinampas devaient disparaître. Aujourd'hui, le lac Texcoco a perdu plus de 95% de sa superficie historique. Ce qui était autrefois un système lacustre couvrant 1200 miles carrés est aujourd'hui un bassin asséché et bétonné sur lequel vivent 21 millions de personnes. Mexico, construite sur le lit asséché du lac, s'enfonce d'environ 10 mètres par siècle car les sédiments d'argile molle situés en dessous continuent de se compacter. La ville est confrontée à des pénuries d'eau chroniques, bien qu'elle soit située sur ce qui fut autrefois l'un des plus grands systèmes lacustres des Amériques. Ils vident l'eau et maintenant, ils doivent la pomper en amont sur des centaines de kilomètres. Les tremblements de terre sont dévastateurs, car les sédiments meubles du lac sous la ville amplifient les ondes sismiques comme un bol de gelée. Le tremblement de terre de 1985 a tué des milliers de personnes, dont beaucoup dans des bâtiments qui se sont effondrés précisément parce qu'ils avaient été construits sur le lit asséché du lac. Chacun de ces problèmes, l'affaissement des terres, les inondations, les pénuries d'eau, la vulnérabilité au séisme, est une conséquence directe de la destruction du système construit par les Aztèques. Les Aztèques travaillaient avec l'eau. Les Espagnols l'ont combattue. 500 ans plus tard, l'eau est en train de gagner. Mais le Chinampu n'a pas complètement disparu. Et c'est peut-être là la partie la plus remarquable de toute cette histoire. À Xochimilco, un quartier du sud de Mexico, un vestige du système original de lacs et de canaux a survécu à l'assèchement, à la colonisation, à la construction d'une mégapole de 21 millions d'habitants autour de lui, et même à un tremblement de terre dévastateur en 1985 qui a endommagé de nombreux canaux. Aujourd'hui, il reste encore environ 22 000 acres de paysages Chinampa, reliés par 180 km de canaux toujours en service. Il s'agit d'un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et désigné en 2018
par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture comme un système de patrimoine agricole d'importance mondiale. Seulement 20% environ de la superficie de la Chinampa est actuellement utilisée et seulement 2,5% est activement cultivé pour la production alimentaire. Le reste du territoire est en grande partie consacré à la culture des fleurs et au tourisme. Mais environ 80 familles cultivent encore des Chinampus en utilisant les mêmes techniques ancestrales que leurs ancêtres utilisaient avant la naissance de Christophe Colomb. Ils utilisent encore la méthode de semis en blocs de boue. Ils continuent de prélever des sédiments du canal pour régénérer leur sol. Ils plantent encore des saules pleureurs pour délimiter les bordures. Le savoir n'est jamais mort. Le silence s'est installé. Un agriculteur nommé José Pace, dont la famille travaille sur des chinampas depuis avant la conquête espagnole, produit jusqu'à 100 kilos de brocolis par jour sur ses 7000 mélépétresses de terres agricoles flottantes. Ce sol a été façonné par ses ancêtres. 5 siècles d'agriculteurs l'ont entretenu, et il produit encore à un rythme qui ferait pâlir d'envie un exploitant de serres modernes. L'organisation Architire travaille avec un réseau d'agriculteurs Chinampa cultivant plus de 40 000 mètres carrés, produisant plus de 3 600 kilos de nourriture par mois, et cultivant jusqu'à 95 variétés de légumes et d'herbes aromatiques. Ce n'est pas une pièce de musée. Il s'agit d'une entreprise commerciale opérationnelle qui approvisionne certains des meilleurs restaurants de Mexico, dont Pucho et Rosetta. Il a été démontré que les sols de ces îles anciennes présentent une plus grande diversité biologique que les sols non cultivés environnants. Après 700 ans de culture continue, l'écosystème n'est pas épuisé. Elle est plus riche que jamais, toujours vivante, toujours productive, toujours en train de nourrir les gens. Et voici le moment qui devrait faire se redresser tous ceux qui regardent cette vidéo. Durant la pandémie de Covid-19, lorsque les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont effondrées et que les produits agricoles internationaux ont cessé d'affluer à Mexico, les épiceries ont été en rupture de stock. L'agriculture industrielle, malgré toute sa technologie, son ampleur et ses infrastructures valant des milliards de dollars, ne pourrait pas garantir un approvisionnement fiable en légumes sur les étals. Mais les agriculteurs cultivant des chinampas à Xochilco ont continué à se développer. Les restaurants de toute la capitale se sont tournés vers les agriculteurs Chinampampa pour s'approvisionner en produits frais, car ce système ancestral n'a jamais cessé de produire. Elle n'avait pas besoin de chaînes d'approvisionnement. Elle n'avait besoin ni de routes de camionnage, ni de centres de distribution. Il lui fallait juste de l'eau, de la boue et du soleil. Le système que les puissances coloniales ont passé 5 siècles à tenter d'anéantir est intervenu pour nourrir la population lorsque le système moderne en était incapable. Ce n'est pas de la nostalgie. Ce ne sont pas des anecdotes historiques. C'est à la fois un avertissement et un plan d'action. Alors, comment ce système fonctionne-t-il concrètement à un niveau que vous pouvez reproduire? Le Chinumpa n'est pas simplement un parterre de jardin surélevé posé sur l'eau. Il s'agit d'une machine biologique multicouche, composée de 5 éléments interdépendants, chacun alimentant les autres. Premièrement, il y a la structure elle-même. L'île est constituée de couches de matière organique. À la base, un tapis tressé de roseaux ou de branches crée une base stable. Par-dessus cela, la boue du lac, les sédiments de l'étang, le compost et les matières végétales en décomposition s'accumulent en couches successives jusqu'à ce que la surface se situe au-dessus du niveau de l'eau. Voici votre substrat de culture. Contrairement à la terre d'un parterre de jardin traditionnel, ce substrat regorge de bactéries, de champignons et de matières organiques en décomposition qui libèrent continuellement des nutriments. Et comme la nappe phréatique se situe juste sous la surface, l'humidité remonte constamment par capillarité. Les racines des plantes ne sont jamais sèches et ne sont jamais engorgées d'eau. Ils sont idéalement situés. Deuxièmement, il y a l'eau. Les canaux ou les plans d'eau environnants
ne servent pas uniquement à maintenir la porcelaine en place. Il s'agit d'un système actif d'irrigation et d'apport de nutriments. L'eau remonte dans le sol par capillarité depuis le bas, ce qui signifie qu'il n'est jamais nécessaire d'arroser par le dessus. L'eau transporte également des nutriments dissous provenant des déchets de poissons, de la décomposition de matières végétales et de l'activité microbienne. En résumé, votre jardin est nourri de l'intérieur par le lac qui l'entoure. Troisièmement, il y a les arbres de bordure. Dans les chinampus traditionnels, les saules plantés aux angles remplissent trois fonctions simultanément. Leurs racines ancrent l'île de façon permanente au fond du lac, empêchant ainsi la dérive et l'érosion. Leur canopée procure de l'ombre, ce qui modère la température du sol et réduit l'évaporation. Leurs systèmes racinaires agissent comme des filtres biologiques, éliminant les nutriments en excès de l'eau et empêchant la prolifération d'algues. Pour les constructions plus modestes, vous pouvez remplacer les saules par d'autres arbustes tolérants à l'eau, voire par des plantes vivaces à enracinement dense en bordure. Quatrièmement, il y a l'écosystème du canal. L'eau entre les chinampas n'est pas du vide. Des poissons, des grenouilles, des tortues et des invertébrés aquatiques vivent dans ces canaux. Ils se nourrissent d'insectes et de débris organiques. Leurs déchets fertilisent l'eau. Les plantes aquatiques qui bordent le canal filtrent et oxygènent l'eau. Lorsque des sédiments s'accumulent au fond du canal, ils forment un dépôt nutritif concentré que les agriculteurs récupèrent et répandent sur le Chinampu. Il s'agit du même principe que celui du système d'étangs à canards dans la polyculture chinoise, mais appliqué à l'agriculture végétale au lieu de la pisciculture. Le canal est le moteur, la chinampa est la récolte. Et cinquièmement, il y a la biologie du sol. La structure organique stratifiée d'une chinampa crée un habitat idéal pour les microbes bénéfiques. Les champignons mycorhizales forment des réseaux entre les racines des plantes, les aidant à partager les nutriments. Les bactéries fixatrices d'azote transforment l'azote atmosphérique en formes assimilables par les plantes. Les organismes décomposeurs décomposent continuellement la matière organique, libérant un flux constant de nutriments directement dans la zone racinaire. C'est pourquoi les chinampas deviennent plus fertiles avec le temps, au lieu de le devenir moins. Le sol ne s'épuise pas, il est en construction. Permettez-moi maintenant de vous expliquer précisément comment vous pouvez concrètement construire une version de ceci. Vous n'avez pas besoin d'un lac. Vous n'avez pas besoin de vivre au Mexique. Il vous faut un point d'eau et quelques matériaux de base. La solution la plus simple consiste à utiliser un radeau flottant en porcelaine pour un bassin ou un abreuvoir existant dans un jardin. Commencez par une structure flottante. Vous pouvez utiliser des tuyaux en PVC étanches, des panneaux de mousse à cellules fermées ou même des bouteilles en plastique regroupées à l'intérieur d'une armature métallique. Un radeau de 4 tonnes sur 2,4 mètres est une bonne taille de départ. Assez grand pour produire une quantité significative de nourriture, mais assez petit pour être facile à gérer. Le radeau doit pouvoir supporter le poids de la terre humide et des plantes, tout en gardant le fond immergé à environ 5 à 10 cm sous la ligne de flottaison. Voici le détail crucial. Le fond de votre substrat de culture doit toucher l'eau. C'est ce contact qui fait fonctionner tout le système. Tapissez le cadre de tissu géoexilé ou de toile de paysage. Cela permet de maintenir votre substrat de culture en place tout en laissant l'eau remonter par capillarité par le bas. N'utilisez pas de bâches en plastique. Il vous faut de la perméabilité. Remplissez le cadre d'un mélange de boue d'étang, de compost et de terre légère. La profondeur idéale est d'environ 15 à 20 cm. La couche inférieure doit être composée de matériaux plus grossiers pour assurer le drainage. La couche supérieure, un compost plus fin, est destinée à la plantation. Si vous avez un étang déjà établi, retirez la boue du fond. Cette boue regorge de bactéries bénéfiques, de matières organiques décomposées et de nutriments. C'est le même matériau qu'utilisaient les agriculteurs aztèques, et il est gratuit.
Installez le radeau dans votre étang ou votre réservoir. En quelques heures, vous verrez le substrat de culture s'assombrir à mesure que l'eau remonte par capillarité. Au bout d'une journée, toute la surface devrait être humide. Plantez vos semis directement en pleine terre. La laitue, les herbes aromatiques, les épinards, le chou frisé et les radis sont des cultures idéales pour commencer. Elles poussent rapidement, ont des racines superficielles et apprécient une humidité constante. Vous remarquerez probablement que les plantes de votre jardin flottant poussent plus vite et sont plus saines que les mêmes plantes dans vos plates-bandes classiques. C'est parce qu'ils ne subissent jamais le stress hydrique. Leurs racines ont accès à l'eau et aux nutriments 24 heures sur 24. Si votre propriété comporte une zone marécageuse ou inondée, vous pouvez y construire un évier de plein pied. Et c'est peut-être l'option la plus intéressante pour beaucoup de gens, car elle transforme un problème en atout. Creusez des sillons peu profonds, d'environ 60 à 90 cm de large et de 30 à 60 cm de profondeur autour de la zone de culture prévue. Laissez ces canaux se remplir naturellement d'eau provenant de la nappe phréatique ou des précipitations. Aménagez le lit de culture entre les canaux en utilisant des couches de branches, de paille, de vases d'étang, de compost et de terre végétale. La même technique de culture en lasagne, utilisée en permaculture, mais entourée de canaux d'eau permanents. Ces canaux remplissent la même fonction que les canaux aztèques. Elles s'irriguent par capillarité depuis le bas, recueillent les eaux de ruissellement riches en nutriments et peuvent être draguées périodiquement pour renouveler le sol du lit. Vous venez de transformer ce coin détrempé et inutilisable de votre jardin en l'espace de culture le plus productif de votre propriété. Pour une productivité encore plus grande, combinez la chinampa avec le système d'aquaculture en étang. Peuplez votre étang avec des poissons, crapets, soleil, poissons-chat ou tilapias, selon votre climat et la réglementation locale. Les déchets des poissons enrichissent l'eau en azote et en phosphore. Les eaux enrichies alimentent votre jardin flottant par le bas, apportant directement les nutriments aux racines des plantes. Les nutriments en excès, qui pourraient causer des problèmes d'algues dans un étang ordinaire, sont absorbés par les plantes de Chinampa. Les plantes purifient l'eau pour les poissons. Les poissons nourrissent les plantes. Les plantes purifient l'eau. Vous venez de créer un système en circuit fermé qui produit à la fois des légumes et des protéines, chaque composant soutenant l'autre. C'est plus complet que chacun des deux systèmes pris individuellement. Un bassin indépendant vous permet d'avoir des poissons, mais peut être confronté à des problèmes d'accumulation de nutriments et d'algues. Un parterre de jardin indépendant nécessite un arrosage et une fertilisation constants. Mettez-les ensemble et leur faiblesse s'annule. L'étang fournit de l'eau et des nutriments. Le jardin assure la filtration et l'oxygénation. Vous n'ajoutez rien, vous récoltez simplement. C'est essentiellement ce que possédaient les Aztèques. Des poissons, des tortues et des canards vivaient dans les canaux entre les Chinampus. Leurs déchets ont enrichi l'eau. L'eau enrichie a nourri les cultures. Les récoltes ont purifié l'eau pour les animaux. Il s'agissait d'un système aquaponique vieux de 700 ans, qui ne nécessitait aucun branchement. Un simple radeau flottant. On peut construire un bassin de jardin en Chinumpa pour un coût de matériaux compris entre 50 et 150 $. Les articles typiques comprennent des tuyaux en PVC ou de la mousse pour la flottaison, du tissu géotextile, de la boue pour étang, qui est gratuite, et du compost. Si vous construisez des canaux au niveau du sol dans une zone marécageuse, le coût se résume essentiellement à votre main-d'œuvre, plus le prix du compost pour les plantes que vous souhaitez utiliser au départ. Si vous le combinez avec un système de bassin, ajoutez le coût de construction du bassin, soit environ 400 à 600 $ pour une installation familiale. Comparez cela à ce que vous dépensez en légumes à l'épicerie en une seule année, et le calcul devient très clair. Maintenant, permettez-moi de répondre à la question que je sais que vous vous posez. Qu'en est-il de la maintenance? Et l'hiver?
et les nuisibles. Dans les climats chauds, une chinampa peut produire de la nourriture toute l'année avec un minimum d'intervention. Vous reproduisez en quelque sorte un écosystème de zones humides naturelles. Et les zones humides ne nécessitent pas beaucoup de gestion. Dans les climats plus froids, votre jardin flottant entre en dormance, tout comme l'étang. La matière organique présente dans la plate-bande continue de se décomposer lentement tout au long de l'hiver, améliorant ainsi le sol pour le printemps. Vous pouvez prolonger votre saison de culture grâce à un simple châssis froid ou une serre-tunnel installée au-dessus du radeau. Quelques tuyaux en PVC courbés et une bâche de serre en plastique. Certains jardiniers des régions au climat nordique affirment obtenir ainsi 3 semaines de production supplémentaire au début et à la fin de la saison. Au printemps, ajoutez une nouvelle couche de compost et de boue d'étang. Repiquez vos semis et le système reprendra exactement là où il s'était arrêté. Si vous utilisez la méthode de semis en blocs de boue issue de la tradition aztèque, vous pouvez démarrer vos semis à l'intérieur en utilisant la boue de votre étang. Transférez ensuite les blocs directement sur le champa lorsque le temps se réchauffe. Pas de pot en plastique, pas de choc de transplantation, pas de déchets. Quant aux nuisibles, l'eau qui entoure votre chinampa agit comme un fossé naturel. Les limaces, de nombreux insectes terrestres et même certains mammifères ne peuvent pas facilement atteindre un jardin flottant. Les grenouilles et les libellules qui habitent les abords de l'étang sont de voraces prédateurs d'insectes. La biodiversité d'un écosystème d'étang régule naturellement les populations de ravageurs d'une manière qu'un parterre de jardin sec ne pourra jamais égaler. L'idée clé est que vous ne gérez pas des plantes individuelles. Vous préservez un écosystème. Une fois établi, une chinampa tend vers l'équilibre plutôt que de s'en éloigner. Votre travail consiste principalement à récolter, à ajouter occasionnellement de la matière organique et à remettre périodiquement les sédiments du canal ou de l'étang sur la surface de culture. Plus vous le laissez tranquille, mieux c'est. Une dernière chose que vous devriez savoir. Dans la majeure partie des États-Unis, la construction de plates-bandes surélevées au-dessus d'un étang de jardin ou l'aménagement d'une zone marécageuse sur sa propriété ne nécessite pas de permis. Vous cultivez des légumes sur votre propre terrain. Toutefois, si vous souhaitez introduire des poissons dans votre élevage, vérifiez la réglementation de votre État concernant les espèces. Et si vous creusez de nouveaux aménagements aquatiques, certaines municipalités ont des règles concernant l'eau stagnante. Dans la plupart des cas, un système de chinampa à l'échelle d'un jardin passe totalement inaperçu des autorités réglementaires. Vous n'êtes pas en train de construire une structure. Vous cultivez un jardin. Voilà ce que les ingénieurs aztèques avaient compris il y a 700 ans. Voilà ce que l'Empire espagnol a passé des siècles à tenter de détruire. Et c'est ce que 80 familles de Zoïl ont discrètement préservé. La transmission du savoir de grands-parents à petits-enfants à travers la conquête, la colonisation, les tremblements de terre, l'urbanisation et 500 ans d'une mégapole qui s'est développée par-dessus. Lo Rivera, un apiculteur de 72 ans, né et élevé à Zoïl, l'a résumé simplement: ce savoir est ancestral et les chinampas sont uniques au monde. Nous le transmettons à nos enfants depuis toujours. Autrefois, il y avait ici des palourdes d'eau douce, des poissons, des tortues, des escargots, des axolotls. L'eau était limpide, le système fonctionnait, et il peut fonctionner à nouveau. Lorsqu'on a demandé à Lucio Uso, le fondateur d'Archetiera, de décrire les chinampas, il a déclaré qu'elles étaient l'un des meilleurs exemples de la façon dont l'homme peut travailler en harmonie avec la nature. Il ne s'agissait pas d'une figure de style, mais d'une description précise. Les chinampas ne sont pas une alternative à l'agriculture moderne, mais une correction. L'agriculture industrielle moderne lutte contre la nature. Elle appauvrit les sols, pollue l'eau, brûle des énergies fossiles et transporte les aliments sur des milliers de kilomètres. La chinampa, quant à elle, coopère avec la nature. Elle enrichit les sols,
purifie l'eau, ne nécessite aucun carburant et produit des aliments sur place. Elle le fait sans interruption depuis plus longtemps que la plupart des nations n'existent. Dans 10 ans, vos voisins parleront du prix des aliments, de la sécheresse, des restrictions d'eau, de la fragilité des chaînes d'approvisionnement qui traversent les océans. Vous vous sortirez dans votre jardin flottant, vous cueillerez des légumes frais, dans un lit de culture qui s'est arrosé tout seul pendant la nuit. Vous sortirez un poisson de l'étang en contrebas et vous ressentirez ce que 200 000 personnes à Tenochtitlan ressentaient chaque jour. Non pas la survie, l'abondance. Une abondance paisible et enracinée qui ne dépend de rien d'extérieur, de rien de fragile, de rien que des inconnus puissent anéantir. Car vous aurez bâti quelque chose que les conquistadors espagnols, les ingénieurs coloniaux et 5 siècles de destruction délibérée n'ont pu détruire. Un système vivant qui se nourrit, se renouvelle et ne vous demande rien d'autre que patience et observation. Les Aztèques n'avaient ni tracteur, ni usine d'engrais, ni semoir guidé par GPS, ni réseau logistique à plusieurs milliards de dollars. Ils avaient de l'eau, de la boue, des pierres et une compréhension de la biologie que nous commençons seulement à apprécier. Et ils ont bâti le système le plus productif qui soit. Un système agricole révolutionnaire. Si cela change votre regard sur votre jardin, si vous pouvez imaginer ce jardin flottant dans 10 ans, abonnez-vous pour ne rien manquer de notre prochaine découverte. Partagez cette information avec ceux qui souhaitent se libérer de systèmes inadaptés. Ce savoir a survécu à 500 ans d'occultation. Il est là. Le choix vous appartient. L'eau est à portée de main.